J'ai eu souvent honte d'être un homme. C'est quoi finalement la virilité? Parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile pour un homme de montrer sa sensibilité, justement. Et le fait de parvenir à le faire, est-ce que ça ne serait pas une preuve de courage, finalement? On voit surgir aujourd'hui des mouvements masculinistes toxiques, là, c'est quand même un peu surprenant. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir, ça. J'ai effectivement vu le documentaire Alpha, qui est un super beau documentaire. Je pense qu'il dressait un portrait juste et extrêmement exhaustif justement du phénomène du masculinisme et surtout de la situation des jeunes hommes aujourd'hui qui sont tellement en quête de sens, tellement en quête d'identité, qui vont s'en remettre justement à des figures d'influence. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est des informations qui devaient être portées à l'attention de tout le monde. Donc, dans cette mesure-là, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve par contre qu'on a très peu montré les côtés négatifs du masculinisme à travers tout ça. On les a déduits, mais on en a peu vu. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Par exemple, un jeune de 14 ans, je ne sais pas à quel point je le laisserais écouter ça seul, dans le sens où, en bout de ligne, est-ce qu'il trouverait que c'est un mouvement positif ou négatif? Il y aurait probablement de la difficulté à le dire. Et puis, il faut que j'y aille par microdose parce que c'est quand même difficile à regarder, à écouter, à essayer de comprendre. Les endroits dans ma vie où ce que je vais observer ça, c'est malheureusement les figures publiques, là, j'ai l'impression. Mais au-delà de ça, les réseaux sociaux, qui sont en soi une figure publique aussi, mais une qui est différente et qui ont une très grande influence, entre autres, sur nos jeunes, aujourd'hui, définitivement. Mais malheureusement, c'est souvent l'information qui fait le plus réagir, qui a le plus de portée. Donc, c'est un gros problème au niveau des réseaux sociaux à ce moment-là aussi. C'est ce qui fait que souvent, les propos masculinistes remportent la palme parce qu'ils nous font terriblement réagir. Donc, l'algorithme les monte à beaucoup plus de gens. Et dès l'âge de 3 ans, on a déménagé au Mexique où j'ai vécu quasiment toute ma vie d'adulte. On le sait, c'est une société très machiste et c'est le modèle que j'avais dans mon entourage la plupart du temps. Ce discours-là est un discours cyclique qui revient à différents moments. Je pense qu'en ce moment, ça va avec un paquet d'autres choses, donc tout ce qui est monté au niveau politique du mouvement qui est conservateur, de la droite aussi. J'aime pas beaucoup ce qui se passe en général au niveau politique, disons, dernièrement. En venant ici, on pensait qu'on était à l'abri de ce mal. Et en réalité, il existe. Je le vois des fois dans un groupe de gars, là. Ils sont pas méchants, tout, mais il va quand même y avoir des jokes souvent misogynes ou homophobes ou cette difficulté à s'ouvrir, cette difficulté à se montrer vulnérable, cette difficulté à accepter qu'on a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer soit de tristesse, soit parce qu'on est touché par la beauté, de montrer des émotions et ne pas nécessairement toujours se montrer comme solide, comme un roc, comme quelque chose d'indestructible. L'essentialisme consiste essentiellement à dire qu'il y aurait finalement des genres fixes avec finalement, autrement dit, des définitions pérennes, intemporelles. Donc, un homme, ce serait telle chose, une femme, ce serait telle chose. Donc, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Les genres, c'est quelque chose de fluide. Donc, parler de virilité, ce serait parler, autrement dit, d'un espèce de retour à un modèle traditionnel de la masculinité, ce qui, selon moi, serait une erreur.
Non, je considère pas être un gars viril parce que j'ai bien des défauts. Je suis pas le plus carré, je suis pas le gars qu'on voit et qu'on fait « Ah, je me sens protégé, là. » Non, mais il y a des bouts au contraire où c'est que, tu sais, j'arrive à être quand même, à prendre ma place, à justement être à l'écoute des autres et tout. Puis je pense que c'est une certaine forme de virilité, juste d'être prêt, que le monde vienne t'avoir puis se sente bien. C'est juste ça. C'est certain que pour ma part, j'ai grandi dans cette espèce d'esprit de chemin facile-là, de par chez nous, j'ai grandi, on disait plus tard, tu vas être papa. Plus tard, tu vas avoir une femme, tu vas pas avoir un homme, tu vas avoir une femme. Et à la maison, c'est toi qui vas rapporter l'argent. Et tu peux apprendre à faire à manger, mais ta blonde, elle le sait déjà. Toi, la fille, elle apprend ça quand tu es jeune. Toi, apprends à travailler de tes mains. Mon père travaillait de ses mains. Mon grand-père, mes grands-parents travaillaient de ses mains. Puis j'ai rien contre ça. Puis au contraire, c'est quoi que je trouve ça beau. Puis le fait que l'homme doit être le pourvoyeur, je vois pas pourquoi l'homme devrait être le pourvoyeur plus que la femme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être partagé, absolument. Autant que, tu sais, dans un couple, les deux doivent se supporter, chacun leur tour dans certains moments plus propices à ça. Le jour où c'est qu'on va me dire que c'est moi le mâle dans le couple, c'est moi qui devrais faire ça, puis que ma blonde Jeanne devrait rester à la maison, puis moi te dire, il y a de quoi que j'ai pas compris, là. On n'est plus sur la même planète, mon jeune, là. Ça marche plus. Par peur d'être dominant, je me suis comme effacé. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les derniers mois, a beaucoup changé. Entre autres dans ma relation de couple. Là, c'est quelque chose qui... On a failli se perdre, justement, pendant un temps, parce que je m'assumais jamais. Mais je le nommais pas. Je n'étais pas capable de nommer que finalement, ça faisait pas mon affaire. Et depuis que tout d'un coup, on appelle ça le yin, le yang, là, depuis que je me suis un peu réconcilié avec mon yang, que j'ai moins peur de le reconnaître et de le voir, ça ne m'empêche pas d'aller visiter mon yin constamment. Je crois que le fait d'avoir fait un coming out dans ma vie m'a amené quand même à réfléchir sur mon identité, puis comment je me sens, puis ce que j'aime et tout, ce qui a un peu atténué ce besoin d'être à tout point viril, masculin et tout. Fait que je crois que je suis quand même assez libre. J'ai pas besoin d'être masculin, viril et tout ce que ça implique pour être bien. Je pense effectivement que c'est une question d'équilibre, c'est pas faux. Puis cet équilibre, il peut changer. Tout d'un coup, ça va être plus le côté féminin qui va prendre le dessus, puis inversement, le côté masculin. Tu sais, mettons, je connais des gens qui sont très... Tu les regardes, mettons, puis tu fais physiquement, OK, cette personne-là peut être une personne qui incarne complètement la masculinité toxique. Genre, il s'entraîne, il a des gros tatous, puis genre, une moustache avec le mulet et tout, très stéréotypé. L'image qu'ont les gens du professeur qui met des t-shirts de bad metal, qui a des tatous d'en face, tout ça, moi, c'est une image avec laquelle j'aime beaucoup jouer parce qu'elle me sert de moyen de déconstruire justement les stéréotypes qu'on se fait sur les gens qui ont de l'air de cette chose-là. Détourner les codes typiquement masculins, hétérosexuels, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ma prochaine coupe de cheveux va être le fameux mulet, qui est très stéréotypé masculin, mâle dominant. Fait que c'est ça, je veux arborer ça, mais mettons, me le teindre rose. Je pense pas qu'on ait besoin du soutien des autres. Je pense que c'est une démarche personnelle. Et c'est quelque chose qui doit venir des tripes, là, du cœur. La virilité, c'est juste... Quand tu appliques les codes, c'est sûr que dans les codes de la virilité, pleurer puis montrer ses faiblesses, c'est pas là, mais je veux dire, c'est pas malsain, c'est pas montrer de la faiblesse de le faire. Un homme, ça pleure. Ça pleure beaucoup. Malheureusement, ça pleure trop souvent en cachette. Est-ce qu'un homme doit pleurer? Non. Un homme n'est pas obligé de pleurer. Ce qu'on espère, je pense, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, avec les études, avec tout ce qui a été prouvé depuis de nombreuses années, c'est que c'est à l'avantage de tout individu d'être en mesure d'exprimer ses émotions. Ah, je suis quelqu'un qui pleure tout le temps. Je suis quelqu'un qui pleure énormément.
je suis quelqu'un près de ses émotions, qui les communique beaucoup aussi. Je suis quelqu'un qui s'émouvoit très, très, très facilement devant les films aussi. Hein. Dès lors qu'il y a quelque chose d'émouvant devant un film, je me permets de pleurer. Hein. C'est sûr que dès qu'il y a un chien qui meurt, c'est sûr que je vais pleurer, c'est inévitable. J'essaie autant que possible d'être près de ces émotions-là pour être fidèle à moi-même, pour être vrai par rapport à moi-même, puis être vrai aussi par rapport à mes proches aussi. Tu sais, il y a de quoi de noble, il y a de quoi de viril dans d'être capable de se poser et de dire là, on va respirer un peu. Là, ça va pas, regarde. Je sais pas quoi dire, mais ça va pas. On leur apprend dès le plus jeune âge, justement, qu'il faut être fort, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas s'exprimer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a des jeunes hommes, justement, qui, des fois, ont envie de pleurer, ont envie, des fois, de se sentir faibles, de se sentir vulnérables, ont envie de tendre la main pour demander de l'aide, mais ne le font pas. Pourquoi? Parce que la pression sociale à, justement, se plier à ces stéréotypes de genre-là est tellement puissante, tellement forte, que finalement, ils vont prendre sur eux-mêmes et plutôt finalement que chercher à assumer cette vulnérabilité-là, chercheront des boucs émissaires pour expliquer puis justifier leur malaise. Je parlais même de mon père, par exemple, qui, lui, il était comme plus traditionnel, mais c'est quelqu'un qui pouvait écouter un morceau de musique instrumentale, puis je voyais tout de suite les larmes qui venaient. Donc, c'était un modèle. Il ne s'était jamais posé la question si c'était un vrai homme ou pas, ou si ça se faisait ou non, mais ça venait naturellement. Puis moi, oui, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours essayé de nourrir. Je dirais, tu sais, je resterais comme ça. Pour rien au monde ne changerait là-dessus. Est-ce qu'il faut? Je sais pas. Ben franchement... Et c'est là, je pense, l'important aussi, c'est que pour qu'un homme pleure, c'est aussi important d'avoir des gens qui le reconnaissent comme quelqu'un qui peut être vulnérable aussi. Hein, qu'on ne s'attende pas de lui qu'il soit tout le temps fort, mais qu'il ait aussi, lui aussi, ses moments de faiblesse. Puis, en ce sens-là, la communication émotionnelle est fondamentale. Tu sais, c'est certain que je suis le genre de gars qui va te sortir un gros cheese, tu vas bien aller, je vais essayer de te faire des jokes avec l'humour. Dans les moments où je vais me sentir moins bien. Mais rendu chez nous, tout seul, avec mon chien souvent, il y a de quoi qui va sortir, puis c'est important. C'est juste la preuve que tu es connecté avec tes émotions, que tu te sens à l'aise de les vivre pleinement. Donc, oui, un homme, ça pleure, et un homme, ça devrait pleurer plus, puis de communiquer plus. Et personnellement, je trouve que, en tout point, la plume est plus forte que l'épée. Un homme qui pleure, c'est mal vu. C'est un signe de faiblesse, alors que traditionnellement, un homme, ça devrait être fort. Un homme, ça devrait être Rambo. Un homme, ça devrait être Rocky. Un homme, ça devrait être Terminator. C'est la peur de se montrer vulnérable, de se montrer sensible. Les genres, c'est quelque chose de fluide. Je trouve quand même qu'on en a encore à faire du chemin. C'est vouloir toujours prétendre être fort, être solide, même difficilement ouvrir son cœur. Ben, ça me met en colère, comme...